différentes dans tout l'univers. Mais ce fut seulement lors du siècle dernier que nous avons appris comment gérer cette ressource naturelle inépuisable et l'utiliser à bon escient dans notre intérêt. Aux temps anciens, les Grecs remarquaient les forces magnétiques entre deux pierres noires dites magnétiques. Le XVIIe siècle fut une période cruciale concernant les découvertes électriques. D'abord, les scientifiques parvenaient à manier l'électricité grâce à l'invention de la bouteille de lait, un dispositif qui peut accumuler et stocker les décharges électriques. En 1752, Benjamin Franklin démontra que l'éclair résultait des forces électriques naturelles, expérience qu'il fit en faisant voler son cerf-volant dans un orage. Il recueillit le courant électrique dans une bouteille de lait. En 1831, le scientifique anglais Michael Faraday découvrit que l'électricité circulant dans la nature peut être produite en faisant tourner des aimants autour des bobines de cuivre. Dès lors, des progrès considérables du contrôle et de la distribution de l'électricité suivirent. Comprendre comment l'électricité fonctionne nous aide à mieux l'apprécier et à l'utiliser intelligemment et avec beaucoup d'efficacité. L'électricité est produite par l'attraction de minuscules particules atomiques. Tout notre univers est fait de petites particules atomiques. Le centre de chaque atome s'appelle le noyau, qui est constitué de protons. Chaque proton a une décharge positive. Les particules qui sont en orbite autour du noyau à une vitesse vertigineuse, alors que d'autres sont des électrons qui possèdent une décharge négative. Parmi certaines matières, telles que le cuivre, l'aluminium ou l'argent, les électrons sont attirés très faiblement. Il arrive que les atomes se touchent et parviennent à échanger d'électrons. Ce flux d'électrons d'un atome à l'autre produit alors de l'électricité. Bienvenue à cette troisième édition de Mixage qui, comme vous avez dû le constater, est consacrée à l'électricité. Il est vrai que l'électricité a tout modernisé dans son passage jusqu'aux frontières les plus repoussées de la planète. Mais toujours est-il que nous allons nous contenter de rester dans l'île Maurice et nous allons aborder avec vous les sujets suivants. La production de l'électricité dans l'île, les implications légales, son histoire est racontée par M. Emmanuel Juste et nous allons aussi entendre quelques témoignages de victimes d'électrocution. Et pour terminer, quelques précautions à prendre, que je vous conseille vivement d'ailleurs, pour éviter de mauvaises surprises qui trop souvent, hélas, nous coûtent des vies humaines. Nous sommes à la centrale électrique de Champagne. Notre invité du jour, M. Shamshir Makoun, qui est ingénieur au CEB et à la centrale de Fort George. Monsieur Makoun, merci d'être avec nous. Pourriez-vous nous décrire la fonction d'un ingénieur au CEB et à Fort George? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Et en tant qu'ingénieur et en même temps adjoint chef de la centrale de Fort George, j'ai la responsabilité d'assumer le fonctionnement optimal de l'ensemble de l'installation, c'est-à-dire superviser les dépannages, les réparations et l'exploitation de toute la centrale. Merci. Très bien, je vous invite à rentrer de plein pied dans le vif du sujet. Comment produit-on l'électricité? Reportage. L'homme a du mal aujourd'hui à s'en passer. En son absence prolongée, les répercussions sur notre mode de vie, sur l'économie du pays, prennent des proportions alarmantes. Que serait notre monde sans électricité? Une simple pression sur un interrupteur et l'obscurité est vaincue. Les images du monde entier arrivent dans les salons et les ventilateurs tournent. Imaginez une petite minute les écrans de télévision qui s'éteignent, les ordinateurs qui rendent l'âme, les feux de signalisation qui ne fonctionnent plus, les usines qui seraient au chômage forcé. Au fait, savons-nous d'où provient l'électricité? Savons-nous comment elle arrive jusqu'à notre maison? À Maurice, l'énergie électrique est produite à partir de 4 éléments. L'eau, le diesel, dit fuel lourd, le kérosène et la bagasse. Outre les usines sucrières produisant de l'électricité,
Maurice compte 11 centrales électriques. Les 3 stations utilisant le diesel sont toutes à Port-Louis. La station de Saint-Louis, la station de Fort-Victoria et celle de Fort-Georges. La dernière station est celle de Nicolet dans le nord de Port-Louis. On y trouve 2 turbines à gaz utilisant le kérosène. Le principe de la production de l'électricité est fort simple. Il est semblable à l'alternateur ou la dynamo d'une voiture qui produit de l'énergie électrique pour allumer les phares par exemple, ou encore, en plus simple, à la dynamo qui se trouve sur les bicyclettes. Comment se fait ce transport de l'énergie électrique? À la station de Fort-Georges par exemple, un courant de 11 000 volts, soit 11 kV, est produit. Ce courant est amplifié par un step-up transformer pour devenir un courant de 66 kV. Il est ensuite transporté par des câbles de haute tension vers les sous-stations. Dans le cas de Fort-Georges, le courant est acheminé vers la sous-station de Nicolet où le voltage du courant électrique est réduit à 22 kV. Le courant électrique distribué sur le réseau passe à travers des transformateurs et des sous-transformateurs, permettant ainsi au courant arrivant chez l'usager d'être à 220-240 volts. Ce voltage concerne les besoins domestiques. En ce qu'il s'agit des industries utilisant un courant triphasé, ce dernier est à 415 volts. La consommation de l'électricité fluctue au fil des heures de la journée ou de la nuit. C'est ici qu'intervient le System Control basé à Turkey et qui reçoit toutes les données concernant la production électrique dans toutes les stations. Si sur les voitures et les bicyclettes le courant produit est ce qu'on appelle le courant direct, comme dans les fils, par contre le courant produit par le Central Electricity Board est un courant alternatif qui est à un voltage plus conséquent que les fils. Comme dans la bicyclette où la roue entraîne la dynamo, dans les stations électriques, ce sont des moteurs qui entraînent les alternateurs. Ces derniers sont sensiblement les mêmes dans toutes les stations. Ce sont les turbines qui sont différentes, dépendant de la source d'énergie utilisée. Dans le cas des turbines à eau, les moteurs tournent pratiquement comme des moulins à eau, qui, à leur tour, tournent l'alternateur, produisant de l'électricité. Les stations utilisant le diesel consomment ce dernier comme le font les moteurs diesel des véhicules, entraînant l'alternateur. Quant à la station de Nicolet, elle y brûle du kérosène, produisant ainsi un gaz qui, à son tour, fait tourner l'alternateur. Les usines sucrières ont besoin de vapeur d'eau pour la production du sucre. Cette vapeur, qui est sous pression, tourne une turbine produisant ainsi de l'électricité. Cette énergie électrique est utilisée pour leurs propres besoins et le surplus est vendu au CEB. Les usines sucrières utilisent de la bagasse pour chauffer les chaudières. En l'absence de bagasse, le charbon est utilisé. Le courant électrique ainsi produit dans les stations est ensuite acheminé vers des sous-stations avant d'être distribué sur le réseau. Le centre de Kurpip maintient ainsi une surveillance 24 heures sur 24. Par exemple, si un des moteurs d'une station décroche, la fréquence de l'énergie électrique, qui est de 50 Hz à Maurice, va chuter, entraînant une baisse de voltage. C'est alors qu'intervient le System Control, qui va donner des instructions à une autre station d'augmenter sa production électrique
ou même de démarrer un autre moteur quand il est disponible. Ce processus marchera de la même manière, mais dans le sens inverse, pendant les périodes creuses où la consommation de l'électricité chute. Le système control de cockpit est en communication constante avec toutes les stations de production par ligne téléphonique directe et aussi par des radiotéléphones. S'il vous plaît, vous êtes capable de mettre l'intensité, l'audiovisuel, le vent, approximativement dans le domaine de l'île. Pour les besoins évidents de sécurité, des disjoncteurs sont placés dans les sous-stations de distribution. À la moindre faute survenant sur le réseau, par exemple un court-circuit causé par un oiseau, le disjoncteur respectif sautera. Depuis le centre de Curpip, le système control peut brancher à nouveau le disjoncteur, rétablissant ainsi le courant sans l'intervention physique des hommes sur le terrain. Tout le système control est informatisé, permettant une meilleure gestion de la production et de la distribution de l'énergie électrique à Maurice. Et demain, ce sont les stations productrices qui vont connaître des transformations qu'aujourd'hui déjà on commence à entrevoir. Monsieur Macoun, quelle est la consommation annuelle de l'énergie électrique à Maurice? Pour prendre le chiffre de 1993, ça a été de l'ordre de 869 gigawattheures, ce qui veut dire 869 millions de kilowattheures, soit environ 900 kilowattheures par habitant par an. Et combien ça coûte au pays? En termes de coût de fonctionnement, si on prend les prix de fuel, les huiles et les rechanges qu'on importe, ça nous coûte environ 700 millions en devises par an. Comment se fait-il que l'électricité coûte aussi cher que ça? Si cher, je dirais, c'est un peu subjectif, c'est un peu relatif au niveau de vie. Par ailleurs, si on prend le Seychelles qui est à côté de nous, l'énergie est plus chère que chez nous. Mais il faut préciser que le prix de l'énergie dépend de la source. Si on prend une centrale thermique, le prix de production seulement englobe le prix de fuel et les prix de rechange, plus les frais de main-d'œuvre. Mais uniquement les frais de rechange et le prix de fuel représentent environ 70% de ce coût de production. Et les études sur les autres sources d'énergie? Il y a actuellement dans le monde une série de recherches dans le domaine du solaire, de l'éolienne, la marée motrice et tant d'autres. Mais ce qui peut nous intéresser dans un avenir proche, ce sera peut-être la gazéification du biomasse, à travers lequel on pourrait produire du gaz et, en fin de compte, l'utiliser à moyen et à long terme dans des turbines à gaz. Et peut-on savoir quelle est la proportion utilise-t-on pour le diesel, kérosène et bagasse et l'eau? Pour une proportion générale, ce serait de l'ordre de 70% pour le diesel lourd, 5% pour le kérosène à travers les turbines à gaz, 13% pour le bagasse charbon qu'on a dans le sucreries et 12% pour les hydroélectriques. Nous avons beaucoup entendu parler de l'électrification souterraine pour les villes, je crois. Qu'en est-il de ce gros projet? Bon, cela coûte cher. Et pour l'instant, on n'en a pas les moyens. Mais n'empêche qu'on pense dessus depuis un certain temps. Ça peut se concrétiser dans peut-être les morcellement à venir, pourquoi pas. Mais il faut quand même préciser que les lignes de haute tension aériennes, c'est les lignes de haute tension 66 kV, restera peut-être toujours en aérien parce que la topographie de l'île ne le permet pas. Monsieur Macoun, merci pour ces éclaircissements. Chers téléspectateurs, nous vous invitons maintenant à prendre conscience des implications légales autour de l'électricité. Maître Achille de Riaou, est-ce qu'il y a la loi qui prévoit un cas accident dans fourniture d'électricité? Il n'y a aucune loi spécifique qui prévoit qu'en cas d'accident concernant la fourniture d'électricité, pour déterminer qui sera responsable de quoi. Mais par contre, il y en a dans le droit, un article du Code civil qui permet nous, en cas d'accident relatif à l'électrocution par exemple, poursuivre un démon ou une institution. Mais
c'est le même article qui prévoit pour un accident de la circulation ou accident de travail. Donc, nous fait référence d'une part au droit français, parce que le Code civil les dit de la part du droit français, mais nous fait référence également à la jurisprudence française. Mais il y en a aussi, nous, propre jurisprudence mauricienne, qui la Cour suprême, qui nous énonce dans certains cas. Donc, nous sommes capables de dire, dans nos droits, il y a la possibilité qu'il y ait un accident relatif à l'électrocution, ça n'a nous a poursuivi, une provision. C'est une colonne CEB qui trouve près avec un lacage du bâtiment et si un accident arrivé, c'est là qui est responsable. Bon, certainement, dès lors qu'il y a une colonne, qui ne fait pas un fil électrique, il y a une colonne de haute tension, certainement, tout le monde qui trouve lui proche avec sa colonne-là, il bien fait attention, s'il pas fait attention, il vive l'eau tension. Donc, si toutefois arrive un accident, nous devons distinguer en deux circonstances. Première circonstance, c'est quand ce monde-là, il est à l'envers colonne-là, il attrape un fil électrique, et par conséquent, il est électrocuté. Dans ce cas-là, nous dire si c'est la personne concernée qui est responsable. Si faire, c'est parce que la chose est inanimée, quoi qu'il est sous la garde du CV, il y a un rôle passif, donc c'est la personne concernée qui est responsable de ce propre accident. Mais par contre, si un fil électrique sape depuis la colonne et il tombe, lorsqu'il y a un du monde par exemple, et un du monde arrivé frappe ça, fil électrique-là, et il gagne l'électrocution, l'accident, dans ce cas-là, nous dire si CD est responsable parce qu'il y a la garde de la chose, et donc peut-être qu'il vous besoin des dommages à cette personne-là pour préjudice causé. Est-ce que c'est capable responsable s'il y a une fluctuation ou coupure souvent qui endommage l'appareil ménager ou bien industriel? Oui, effectivement, le cas fin déjà passé devant la Cour suprême est bien déterminé est-ce que le CEB est responsable en tant qu'une obligation de résultat ou une obligation de moyens par rapport au consommateur. Il ne faut pas oublier qu'il y a une relation contractuelle entre le CEB et le consommateur. Mais dans le cas, quand on a une fluctuation de l'électricité, le problème là-dedans, c'est que le consommateur, il bien apporte la preuve d'une négligence ou une imprudence ou la faute de CEB pour lui capable de prouver qu'il soit un appareil domestique qui est endommagé, ou peut-être même un appareil industriel. Et donc, c'est un peu difficile pour apporter sa preuve-là, mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible pour apporter la preuve qu'il y a une négligence ou une imprudence. Mais disons qu'il est possible, mais difficile. Est-ce que l'employé CEB gagne droit à pénétrer dans la coin du monde pour qu'une branche qui peut tous un fil électrique? Bien sûr, le CEB dispose de ce qu'on appelle d'un pouvoir exorbitant en vertu de l'électricité ordinaire, secteur 19. Le CEB est un service essentiel, pareil comme dans les autres pays, et par conséquent, il dispose de certains pouvoirs. Si ce pouvoir-là, c'est par exemple, d'abord, il exerce bien de plus le propriétaire ou l'occupant de la maison ou du bâtiment, il dit, eh bien, coupe sa bande branche-là, parce que ça occasionne un danger, il fait tous plein de fils électriques, et ça, il y a un danger pour le public en général. Donc, si la personne concernée ne pas prendre une mesure nécessaire dans le délai convenu, dans ce cas-là, le CEB est capable d'envoyer sur un employé, pour couper une branche-là, ou des branches qui est là, deux autres, qui ça embarrasse le CEB dans ce fil électrique, qui est risqué d'être un danger pour le public en général. Mais dans le si un consommateur peut trick sur compteur, casse un télé, qui sanction il a contre lui? Ben, ce qu'on appelle le vol d'électricité ou triangle électricité, il n'est pas prévu dans le code pénal, mais l'électricité ordinaire clairement prévoit dans section 32. Si un du monde lui fait une abstraction frauduleuse ou une soustraction frauduleuse d'électricité, dans ce cas-là, ça du monde-là est responsable d'une infraction pénale. Mais il y a d'autres cas aussi, par exemple, que un du monde lui consomme l'électricité illégalement, c'est-à-dire les pose compteurs, les casse compteurs, les endommage compteurs, ou peut-être un consommateur qui, par exemple, casse une télé, dans ce cas-là,
ces consommateurs risquaient une peine d'emprisonnement de 2 ans et une amende de 5 000 roupies, parce qu'il y a une infraction pénale. Monsieur Macoun, votre réaction? Pour reprendre en ce qui concerne le débranchement des arbres, je voudrais ajouter que nous, au CEB, on est conscient de l'environnement. On ne va pas couper des branches pour rien. Mais on doit le faire quand il s'agit de la sécurité des gens. Dites-moi, est-ce qu'un membre du public peut se permettre de fabriquer sa propre électricité légalement, à travers des appareils tels qu'un générateur ou sinon des moulins à vent? Oui, certainement. S'il le fait aussi longtemps que c'est pour sa propre consommation, il a le droit. Mais il ne peut pas le vendre à quelqu'un d'autre. Et là, on peut utiliser aussi l'énergie solaire à travers les piles photovoltaïques, l'énergie éolienne à travers les moulins à vent. Hein. Ou bien peut-être même un jour, je sais pas si ça va venir, la permission à quelqu'un, s'il a les permis nécessaires des autorités concernées, d'exploiter une cour d'eau au moyen d'une turbine hydroélectrique. Je vous invite maintenant à suivre l'histoire de l'électricité à Maurice sur les pas d'Emmanuel Bus. Quelques images pour un brin d'histoire. Le 30 mai 1829, une réunion de notables a lieu à l'hôtel du gouvernement. Il est question, entre autres urgences, de l'éclairage de la ville de Port-Louis. 8 ans après, les allumeurs de réverbères sont là. Il y va un peu fort le caméraman, vous ne trouvez pas? L'ancienne usine à gaz au jardin Robert et de Haas. Le 3 juillet 1891, le théâtre de Port-Louis est éclairé à l'électricité. Mais on se méfie de la panne et panique. Donc, éclairage de la rampe à l'huile de colza, décide le conseil municipal. Il paraît que ce bon vieux théâtre avait déjà reçu la visite de la fée électricité, le 14 juillet 1884. Était-ce par le truchement de piles électriques, comme ce fut le cas pour le grand bal du casino de Curtis le 28 décembre 1881? Ce 3 juin 1891, raconte M. Rivas Kenneth dans le 2e volume en préparation de son ouvrage sur la municipalité de Port-Louis, la salle fut éclairée par 124 lampes incandescentes de 10 à 12 bougies. Le dynamo était de Sauté et Lemonnier de Paris, alors que la locomobile, pour le faire travailler, fut prêtée par la maison Blacksmith, le maître d'œuvre Adrien Malac de la firme Malac et compagnie. Quelques autres dates. Côté sucre, l'usine de Mont-Loisir à Rivière-du-Rempart est éclairée à l'électricité le 19 juin 1884, une première sucrière. Le 14 juin 1885, c'est au tour de l'hôpital civil, aujourd'hui hôpital Dr Ditou à 6 mètres. Cette œuvre de Prosper d'Épinay fut dévoilée par le gouverneur Popescu à 1h de l'après-midi, le 22 octobre 1889. Placée provisoirement dans la varangue de l'ancien hôtel de ville, elle fut éclairée à l'électricité lors d'une fête de nuit qui eut lieu ce 22 octobre.
Le jardin de la compagnie vient s'ajouter à la liste le 25 août 1903. Mais Port-Louisville attendra quelques 6 ans pour figurer dans les éphémérides électriques. Le 28 août 1909, l'inauguration de son éclairage, la compagnie General Electric Supply est passée par là. Flashback. Monsieur Aristide Reignard achète un terrain de 312 arpents à Tamarine Falls et l'apporte en nature dans la société Fanouchi Adam et compagnie, qui devient le 1er octobre 1903 la General Electric Supply Company. Mais revenons à Port-Louis. Un moteur se trouvait là jusqu'aux années 50, faisant vibrer la maison des pompiers et les vieilles pierres de l'ancienne prison. Curtis, ville lumière. Tient-elle cette appellation depuis cette nuit du 1er octobre 1903, quand elle brilla de tous ses feux, par les bons soins de la GIA? Mais n'oublions pas qu'il y a eu auparavant la cinquantaine de lampes qui éclairèrent les principales rues en 1889. 66 roupies par an pour ces lampes de 10 à 12 bougies. À cette occasion, le 5 octobre de cette année, un grand dîner fut donné dans un hôtel de la ville. Au menu, chromesque incandescent, galantine dynamo, mayonnaise à courant continu, filet transformateur, nadono voltaïque, petit four commutateur, etc. Le tout fut raccordé à un château Ménanta à haut potentiel, du champagne à 1000 volts et un soda inducteur pour eau de vie et whisky foudroyant. Nous tenons ces renseignements de l'histoire de la ville de Curtis de M. Giblot Ducret. D'où venait l'électricité de 1889? D'une usine qui se trouvait à la rue Ritter et qui appartenait aux frères Adrien et Louis Malac. Des pionniers ceux-là. Ils avaient débuté avec une toute petite usine qu'ils avaient installée sur un terrain qui appartenait à M. Salafa, qui tenait un hôtel à l'angle des rues Royales et Châteauneuf. Le moteur qui activait les dynamos était celui d'une machine routière. En 1884, ils firent l'acquisition d'un terrain à la rue Ritter et s'y installèrent. La nouvelle usine utilisa un moteur à rotation rapide, couplé directement sur les dynamos. Ce moteur fonctionnait à la vapeur à haute pression, produite par un générateur chauffé au charbon de terre. Le cyclone de 1892 causa d'importants dommages aux installations de messieurs Malac. Une nouvelle compagnie acquit les droits de ces derniers et conserva M. Louis Malac comme directeur technique. Cette glacière à Roseville est un peu le rappel de l'ingéniosité et du savoir-faire d'un Mauricien hors pair, d'un autodidacte bien en avance sur son temps. Ahmad Ibrahim Achia, qu'on appelait affectueusement Major. Il fut un des premiers à utiliser la force hydraulique pour produire l'électricité. La stèle dans l'arrière-cour du CEB de Roseville garde mémoire de lui. Le 7 octobre 1909, les frères Achia, ils étaient 4, de la Mauritius Hydroelectric Company, reçurent l'autorisation d'éclairer à l'électricité les maisons de Roseville, Beaubassin et Quatre-Bornes.